Une nuit où le noir enveloppait doucement les montagnes en ombre estompée, où une lune pleine veillait sur ce monde silencieux. Par la brume vagabonde qui flottait dans l'air, on pouvait à peine distinguer la silhouette des montagnes à celle des arbres, tandis que le vent nocturne murmurait à travers les feuilles immobiles. C'est dans ce décor nocturne qu'un jeune homme courait à vive allure entre les arbres, comme si sa vie en dépendait. Il semblait vouloir échapper à une meute de loups, mais il n'était pas au bout de ses peines, car dans son élan, il trébucha au bord d'une colline. Le choc était d'une violence qu'il avait du mal à respirer et son cœur s'emballa dans des battements puissants. Il était frustré face à sa misérable situation, mais il n'avait pas le loisir de se lamenter, car se dressait devant lui ses poursuivants. Ces derniers semblaient l'avoir attendu pendant un bon moment et appela notre protagoniste, jeune maître Chéon. Ils ont alors dégainé leur sabre. Ainsi le jeune maître Chéon se rendit compte qu'il n'avait plus aucune issue. Il faisait face à son destin, la mort. Dès lors, il questionna ses poursuivants en leur faisant comprendre qu'il avait renoncé à s'inscrire à l'académie. Alors pourquoi vouloir l'attaquer? C'est ainsi que ses poursuivants lui ont répondu que cela n'avait pas d'importance et que tant qu'il pourra prétendre au trône, tenter à sa vie sera inévitable. Alors n'a-t-il qu'à sagement accepter son destin? On apprend ainsi par les ravisseurs qu'il est l'un des fils non légitimes d'un seigneur, car coule en lui le sang vulgaire. Notre protagoniste était choqué par ses propos, insultant envers sa mère. Dos au mur, il était résolu à se battre jusqu'à sa mort et a fait sortir une dague cachée dans ses vêtements. Le chef des poursuivants pensa qu'il avait été enseigné par le garde Jean, mais comme la posture du jeune maître était maladroite, il comprit que non. Il était par-dessus tout impressionné par la résolution du jeune maître. Suite à cela, il donna l'ordre à sa troupe de le tuer. Notre protagoniste se défendait du mieux qu'il pouvait, en vain, car au cours du combat, il a perdu sa dague. Il s'est fait aussitôt attraper à la gorge par son assaillant. Le jeune maître faisait mine de détresse. Cependant, dans le feu de l'action, il a fait sortir une dague cachée dans son dos. L'un des assaillants vit l'action et s'écria à son camarade de faire attention. C'était trop tard. Notre protagoniste enfonça profondément la dague au niveau du menton de l'assaillant, ce qui le tua instantanément. Les autres étaient choqués par ce qui venait de se passer. Le jeune maître était satisfait de sa malice. Interloqués, les bandits se demandaient comment il a pu monter ses stratégies au vu de la situation et sachant qu'il ne maîtrise aucune technique. Instantanément, il était pris d'assaut par un bandit en colère. D'un coup de genou puissant, il fracassa le menton du jeune maître, tombant de la monsole. Et le bandit lui enfonça son sabre dans l'abdomen. Notre protagoniste laissa s'échapper dans cette euphorie drastique un cri de douleur. Le bandit était satisfait de son acte de vengeance. Le jeune maître Chéon était à bout. Quand soudain, un faisceau lumineux émana de la forêt. Elle se dirigeait vers l'assaillant au-dessus du jeune maître. Le faisceau lumineux détruisa intégralement la partie supérieure du bandit. Les autres étaient sans voix face à cette observation macabre. Puis, un bandit se tourna brusquement vers la source de cette attaque et les autres en a fait de même. C'est ainsi que de la forêt, un jeune homme dont la lueur était électrifiante sortit. Il faisait face à ces bandits d'une confiance troublante. Mais l'attention d'un bandit était dirigée vers les vêtements du nouveau personnage qu'il n'avait jamais vu. Puis le bandit l'attaqua en lui demandant qui il était. Le jeune homme, dans sa confiance, rétorqua avec la même attaque. L'assaillant a été tué instantanément. Puis, d'une rapidité impressionnante, il décapita les bandits un à un sans qu'ils ne puissent comprendre ce qui se passait. Le dernier assaillant, toujours debout, était effrayé par la technique écrasante du jeune homme. Il a essayé de battre en retraite en effectuant un grand saut. Cependant, d'un geste de la main, il a été décapité. Au même moment, notre protagoniste, qui était dans un sale état, se réjouissait du sort de ses bandits, au point d'en perdre connaissance. Il ouvrit progressivement ses yeux en écoutant la voix du jeune homme. Le jeune maître Chéon était aux portes de la mort. Il se demandait si c'était ainsi que devait finir sa vie. Dans ce temps, le jeune homme semblait préparer quelque chose à côté du jeune maître. Il était équipé d'équipements high-tech et semblait venir d'une autre époque que celle du jeune maître. Notre protagoniste était sur le point de mourir et l'inconnu lui injecta quelque chose dans le cou. Il disait avoir mal en voyant le jeune maître dans cet état. Puis, il a chuchoté au jeune maître en l'appelant son ancêtre de veiller à réussir afin que sa descendance ait une vie plus facile. Cela dit, il se leva et disparut en un éclair. Dans un passé lointain, les guerriers de la jungle Gashu apprirent les arts martiaux pour se protéger. Mais avec le temps, ces arts martiaux évoluèrent pour passer d'une forme d'autodéfense à une véritable arme de meurtre. Les techniques simples et inoffensives se complexifièrent et se transformèrent en techniques de respiration sophistiquées, les bases mêmes de la force intérieure. Les artistes martiaux perpétuèrent leur savoir de génération en génération,
permettant aussi aux arts martiaux de se développer. Les artistes martiaux surpassaient les capacités des personnes ordinaires. On les appelait les disciples du Murin. Désireux de devenir des disciples du Murin, des combattants se rassemblèrent pour former des clans. Ces clans étaient fondés sur les objectifs et croyances communs, comme les forces de la justice et les forces du mal. Et au milieu de ce fragile équilibre, un autre groupe émergea, poursuivant le désir de force absolue. Les forces démoniaques, aussi appelées cultes démoniaques. Voici l'histoire du fils illégitime de la famille la plus puissante du culte démoniaque, prétendant au trône. Le jeune maître Chéon Yoon. Le jeune maître Chéon se réveilla en sursaut, il était surpris d'être toujours après avoir été poignardé à l'abdomen. Il se demandait ce qui s'est passé et pourquoi son corps transpire autant. Il remarqua des taches noires sur son corps, qui sentaient la merde et étaient collantes. Notre protagoniste entendit une voix, il en fut surpris. Cette dernière prenait de ses nouvelles. Mais Chéon ne comprenait pas ce qui se passait car il n'y avait personne autour. Il était en panique et la voix lui demandait de se calmer. C'est ainsi qu'il en déduisit que la voix parlait directement à son esprit. Il était très angoissé face à cela. Mais la voix lui demandait de se calmer et confirma le fait de parler à son esprit. La voix ajoutait qu'il est connecté au cerveau du jeune maître et qu'il est la nanomachine de 7e génération de la société Sky. Le jeune maître pensa alors que c'était des machins que le culte démoniaque vénère, et demanda si cette affirmation était correcte sans réponse. Pendant ce temps, dans une autre scène, deux hommes discutaient en marchant. Le plus vieux s'appelait Dr Baek et le plus jeune, le garde Zhang. Ils discutaient de la tentative de meurtre sur le jeune maître. Le garde Zhang était en colère car il n'était pas là pendant les faits, car il avait été envoyé en mission parce qu'il est un garde de première classe. Le docteur Baek disait que c'était un miracle que le jeune maître ait survécu. Le garde Zhang lui répondit qu'il a sans doute été aidé. Cela n'était qu'une supposition de sa part, au vu de ce qu'il a vu sur les lieux. La scène était horrifiante. Les cadavres des assaillants manquaient de leur partie supérieure. Un seul était en état, avec la dague que le garde Zhang avait donnée au jeune maître, logée dans son cou. On apprend aussi que c'étaient des membres du culte démoniaque. C'est ainsi que l'attention a été attirée par des respirations. Le garde Zhang remarqua le jeune maître qui était dans une mare de sang mais étrangement il n'avait pas de blessure. Les deux hommes étaient confus ne comprenant pas qui aurait pu l'aider. Le docteur demanda au garde de le guider vers la chambre du jeune maître. Nous sommes dans la chambre du jeune où il était toujours en discussion avec la nanomachine. Le jeune maître lui demandait s'il était son sauveur. La nanomachine lui répondit que s'il parle de celui qui a vaincu ses ennemis, ce n'est pas lui. Cependant c'est lui qui s'est occupé de réparer son corps grâce à l'autogénération. Le jeune maître ne comprenait cette expression, du coup Nanomachine recherchait des termes adaptés à cette ère pour pouvoir mieux communiquer avec le jeune maître. C'est ainsi que la nanomachine lui proposa de lui envoyer des informations de base lui concernant directement à son cerveau. Le jeune maître accepta. Puis, il sentit comme une décharge électrique parcourir son corps, c'était tellement puissant à supporter le jeune maître se mit à vomir. La nanomachine lui expliqua que c'était normal comme réaction, qu'au fur et à mesure qu'il recevra des informations de la sorte, les réactions s'amoindriront. Le jeune maître avait énormément mal à la tête, et n'en savait plus où il en était. Quelque temps après, il avait repris sa conversation avec la nanomachine. Il apprit que dans son corps il y avait en effet de nanomachines qui parcouraient son corps, il comprit aussi que ce n'était pas la divinité du culte démoniaque, aussi ces nanomachines s'extrairont de son corps s'il venait à mourir. Après cela, Chéon se mit à réfléchir sur ce qui lui arrivait, le fait que ses demi-frères essayaient désespérément de l'assassiner malgré le fait qu'il était impuissant. Il a été surpris par le garde Zhang qui frappait à sa porte, accompagné du docteur Baek. On ne devait pas le trouver en aussi bon état, il devait garder le secret. Il se glissa rapidement dans son lit et demanda à Nanomachine de rester silencieux. Les deux hommes entrèrent dans la chambre. Le garde était surpris de voir le jeune maître réveillé, mais quelle est cette odeur? Ça sent le putois. Le jeune maître reconnut le vieil homme à côté du garde, c'était celui qui avait rendu visite à sa mère quand elle était malade. Ce dernier lui demanda sa main afin de vérifier son pouls. Après l'avoir ausculté, il a été surpris. Le garde Zhang lui était inquiet face à cette réaction. Il trouvait ça très curieux car le jeune maître ne semble pas avoir un pouls de malade. Mais il avait un pouls de malade car il semblerait que son corps avait été purifié de ses impuretés et ses méridiens ont été ouverts. Le docteur demandait s'il avait pris une médecine spéciale car son corps est maintenant parfaitement adapté pour qu'il puisse s'entraîner aux arts martiaux. Le jeune maître a alors fait le lien avec les taches noires sur son corps. Il demanda à la nanomachine s'il était le responsable. Ce dernier lui expliqua les nanomachines dispersées dans son corps ont extrait les impuretés et ont réformé ses vaisseaux sanguins, articulations et muscles pour améliorer sa condition physique. Il était impressionné par cette mesure. Bien que le culte démoniaque soit composé de plusieurs clans et familles, seuls 6 clans constituent les clans principaux. Les clans du démon de la sagesse, du démon de l'épée, du démon de la loyauté, du démon de la lame, du démon du poison et du démon de la luxure. Le seigneur était tenu par un serment de se marier à une femme de chacun des 6 clans et d'engendrer des descendants. Les descendants furent tous élevés dans leurs clans respectifs. Et une fois un certain âge atteint, ils furent admis à l'Académie démoniaque. L'Académie démoniaque qui ouvre ses portes tous les 10 ans est dirigée par des experts renommés et a été fondée pour entraîner les meilleurs guerriers de chaque génération. Il y avait des périodes où la compétition était particulièrement intense, chaque fois que plusieurs jeunes maîtres rejoignaient l'Académie. Ces périodes étaient appelées la période de dispute pour le trône.
Le docteur Baek voyait les expressions faciales du jeune d'un air interloqué, ce dernier tourna immédiatement la tête et que vu que le docteur était issu du clan du poison, il pourrait découvrir les nanomachines dans son corps. Mais la nanomachine lui assura qu'aucune technologie de cet air ne pourrait les détecter. Or, les seules pensées qui traversaient l'esprit du vieil homme, c'était de savoir qu'il avait aidé. C'est ainsi que le docteur a rendu son diagnostic, il a diagnostiqué le jeune maître comme n'ayant rien d'anormal et lui a prescrit des tonifiants pour récupérer de l'énergie. Le garde le remercia pour cela. Puis le docteur sortit de la chambre de Sheon. Il était intrigué par la transformation radicale du jeune maître, car Sheon plus jeune ne présentait aucune caractéristique d'un futur maître martial et qu'à cause de cette faiblesse il aurait été écarté. Il était l'enfant illégitime du seigneur après tout. Il pensa aussi que Sheon jouait le rôle de l'indifférence pour mieux les surprendre avec l'aide secrète de son paternel, le seigneur. Le vieil homme était préoccupé par la concurrence qu'il y aura à l'académie démoniaque qui ouvrira les portes bientôt. Pendant ce temps dans la chambre, Sheon était reconnaissant envers le garde Jang qui est venu cette nuit le sauver et le remercia, mais le garde lui fit signe de la main de s'arrêter et lui demanda d'aller prendre une douche, ça urge. Dans la salle de bain, immergé dans sa baignoire, Sheon demandait à la nanomachine des informations supplémentaires concernant l'autorégénération, il voulait savoir à quel point c'est efficace. La nanomachine lui expliqua que toute blessure interne ou externe serait immédiatement soignée, toutefois, s'il s'agit d'hémorragie ou de décapitation, cela prendrait plus de temps à cause de la division cellulaire. Le jeune maître ne connaissait pas ces mots. Alors il décida d'expérimenter cela, il se saisit d'un couteau puis se trancha la paume de la main, ça faisait un mal de chien pensa-t-il. Nanomachine pour lancer l'autogénération. Après son bain, le jeune maître remarqua son nouveau physique impressionnant digne d'un mec accro à la salle. C'était l'œuvre de la nanomachine qui avait restructuré son corps intégralement. Soudain, une femme entra dans la salle de bain avec les vêtements du jeune maître, c'était une servante qui se devait de l'habiller. Le jeune homme se dirige vers son bureau pour tester une capacité dont lui a parlé la nanomachine, notamment celle de pouvoir feuilleter des pages de livres et de tout stocker dans sa mémoire au besoin. Il prit un livre sur une étagère et pagina rapidement. Cela fait, Nanomachine lui informa de la tentative de transfert des informations dans son cerveau et le jeune maître accepta. Toujours cette envie de gerber. Vous vous habituerez. Nanomachine lui expliqua qu'il lui suffisait d'y penser pour se remémorer ce qu'il avait lu, ce qu'il a fait. Il était impressionné par ses nouvelles aptitudes. Par ailleurs, le jeune maître ne comprenait pas certaines parties du livre et Nanomachine lui expliqua qu'il l'avait modifié, car il y avait des erreurs, par rapport aux connaissances de l'époque à laquelle il venait. Le jeune maître était ravi de cela, il voyait enfin son destin changer après toutes ces années de souffrance cachées dans sa faiblesse, il pouvait enfin mettre un pas en avant. Même si les candidats des 6 clans ont maîtrisé de nombreuses techniques, il pourra les rattraper par ce nouveau pouvoir. Il se dit avec conviction qu'il apprendra chaque art martial présent dans les livres de la bibliothèque de l'Académie démoniaque. Un jeune homme blâmait un de ses hommes de main en demandant des explications sur le fait d'avoir envoyé ces 5 hommes pour un seul et qu'ils sont tous morts, cela n'a aucun sens. Le garde était effrayé et essaya de se justifier en disant qu'il avait sans doute été aidé en appelant ce dernier maître Mukum, qui s'exclama en lui demandant qui lui avait permis de l'appeler ainsi. Par les excuses du garde, on apprit que c'était un frère de notre protagoniste. Comme se débarrasser de son frère de la sorte était un échec, il avait la rage et hâte de pouvoir le faire lui-même à l'académie.